Ellos creen que eliminando a un hombre, un político, a un dirigente, el proceso social va a desaparecer. Pero un error, podrá demorarse, podrá prolongarse, a la postre no podrán detenerlo. En el caso de Chile, bueno, si me asesinan, bueno, el pueblo seguirá su ruta, seguirá su camino. Con la diferencia quizás que las cosas van a ser mucho más duras y mucho más violentas, porque será una elección muy clara, muy objetiva para la masa, de que esta gente no se detiene ante nada. Très tôt, vers 5h30 du matin, j'ai reçu un appel du secrétaire du commandant en chef. Il m'a dit « Tu dois te présenter ici au ministère de la Défense parce qu'aujourd'hui, les forces armées s'emparent du pouvoir. » 24 heures plus tôt, nous étions plusieurs généraux dans le bureau du commandant en chef de l'armée, qui était déjà le général Augusto Pinochet. Il nous a annoncé directement les missions à accomplir le 11 septembre. Et moi, qui étais le plus jeune général, j'ai reçu, et je le dis avec fierté, l'ordre de commander les blindés. La mission de tomar el mando de los blindados. J'ai pris ma garde à 6 heures du matin à la résidence de Thomas Moreau. Vers 6h15, un des téléphones a sonné. C'était un appel du général Urrutia. J'ai frappé doucement à la porte. Le président, un peu endormi, m'a répondu par une exclamation. « Qu'est-ce qui se passe ?» Le président est réveillé par un appel du général, directeur adjoint de la police des carabiniers. Il l'informe qu'à Valparaiso, la marine s'est soulevée. Immédiatement, j'entre dans le bureau du président. Je le trouve encore en robe de chambre. Il venait de sortir du lit. Il tente de téléphoner et me dit qu'aucun des commandants en chef ne répond. Je suis arrivé au ministère de la Défense où le secrétaire du commandant en chef me dit « Tu dois offrir au président un avion DC-6 et tu dois l'accompagner où il voudra aller. Fais ton possible pour qu'il quitte le pays. » Lorsque je suis sorti, le président marchait déjà vers la voiture. Il me dit alors « à la Moneda ». C'était un ordre, à la Moneda. Quand nous sommes partis, les rues étaient désertes. Je ne me souviens pas d'avoir vu d'autres voitures durant le trajet. C'était une ville fantôme. En chemin, je demande à Raoul, le chef de l'escorte, « Qu'est-ce qui se passe ?» C'est le docteur qui répond. « La marine s'est soulevée, camarades, dépêchez-vous, il faut qu'on arrive avant la marine. » À partir de là, il n'y a plus eu de dialogue. Lorsque le président est en route entre sa résidence personnelle et le palais présidentiel de la Moneda, l'information dont il dispose est que l'armée et la police des carabiniers sont fidèles au gouvernement. Avec ces deux forces militaires, il pouvait parfaitement faire face à la mutinerie et même l'étouffer. À la Moneda, les carabiniers étaient alors en position de défense à l'intérieur de la Moneda.
Il était environ 8h moins le quart lorsque le téléphone m'a réveillée. C'était Salvador qui était déjà à la Moneda. Il était tellement convaincu que rien ne se passerait à Tomás Moro qu'il m'a demandé d'y rester. Il m'a même dit d'y faire venir mes filles avec nos petits-enfants pour rester en ma compagnie. Il pensait que c'était un lieu sûr et que rien ne s'y passerait. Presidente de la República, desde el Palacio de la Moneda. Informaciones confirmadas señalan que un sector de la marinería habría aislado Valparaíso y que la ciudad estaría ocupada, lo cual significa un levantamiento en contra del gobierno legítimamente constituido, del gobierno que está amparado por la ley y la voluntad de los ciudadanos. Je suis arrivé justement au moment où le président Allende, dans son bureau, un téléphone mobile à la main, parce que les autres lignes étaient déjà coupées, était en communication avec Radio Magallanes. Como primera etapa, tenemos que ver la respuesta que espero sea positivo de los soldados de la patria que han jurado defender el régimen establecido. En todo caso, yo estoy aquí en el Palacio de Gobierno y me quedaré aquí defendiendo el gobierno que represento por la voluntad del pueblo. Novembre 1970. Le socialiste Salvador Allende accède à la présidence du Chili. Il déclare alors « Avec moi, c'est le peuple qui entre à la Moneda ». Porté par la coalition de gauche de l'Unité populaire, sa victoire avait été un coup de tonnerre dans le paysage politique chilien et bien au-delà, en Amérique comme en Europe. Tenemos la pretensión, y eso sí que lo voy a decir con modestia, de estar creando un camino distinto y demostrar que se puede hacer estas transformaciones profundas que son el camino de la revolución. Y nosotros lo hemos dicho, y tú sabes perfectamente bien, que hemos dicho que crear un gobierno democrático, nacional, revolucionario y popular, que abrirá el camino al socialismo. Un espoir immense s'était emparé du Chili populaire. Une société plus juste allait enfin naître. Pour la première fois, le bulletin de vote semblait donc l'emporter sur le fusil et mettait à la tête d'un pays latino-américain un candidat ne dissimulant pas sa philosophie marxiste. La démocratie chilienne, avec ses institutions traditionnelles, avait permis l'élection d'Allende, mais supporterait-elle l'ouverture de la voie vers le socialisme? Même légale, la révolution chilienne heurtait les intérêts des possédants. Dès le début, elle provoquait des réactions violentes. Buenos días. Bueno, la situación ya la ha dado a conocer el presidente de la República y aquí vengo, como un ciudadano, a estar al lado del presidente en este momento. El plazo hasta las 11, si no será bombardeado, se dice, una rendición. El plazo lo dio el pueblo de Chile hasta el 3 de noviembre de 1976. Cuando llegué había una gran agitación. Lorsque je suis arrivé, il y avait une grande agitation à la Moneda. Il y avait beaucoup de gens. Con el correr de los minutos, À mesure que les minutes passaient, la tension augmentait. Quand il est devenu évident que nous affrontions un grand soulèvement, le président s'est montré préoccupé par ce qui pouvait arriver à ce moment-là au général Pinochet. Et moi, provocateur, je lui dis « Et votre général Pinochet, où est-il » Salvador me regarde alors, je ne l'oublierai jamais, et me répond « Pauvre Pinochet, à l'heure qu'il est, il doit être en prison. » C'est une phrase que je ne suis pas prêt d'oublier. Passons à autre chose. Passons à autre chose.
Le général Augusto Pinochet avait été nommé commandant en chef de l'armée par le président à peine 18 jours avant le coup d'État. De lointaine ascendance française, Pinochet était un officier sans charisme particulier, qui avait été jadis franc-maçon comme Allende. Le général ne manquait pas une seule occasion d'affirmer sa loyauté envers le chef d'État. Le président devait annoncer le 10 septembre la tenue d'un référendum pour dénouer la crise politique du pays. S'il perdait, il quitterait le pouvoir. La confiance qu'Allende avait en Pinochet était telle qu'il l'avait informé de cette initiative encore secrète. Le général a alors convaincu le chef de l'État d'en repousser l'annonce au 11 septembre. Allende n'a jamais pu convoquer ce référendum. Crisis económica, social y moral que está destruyendo el país. Segundo, la incapacidad del gobierno para adoptar las medidas que permitan detener el proceso y desarrollo del caos. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran, primero, que el señor presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Segundo, que las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros de Chile están unidos para iniciar la histórica y responsable misión de luchar por la liberación de la patria del yugo marxista. Firmado Augusto Pinochet Ugarte, Toribio Merino Castro. Y fui yo quien le comunicó al presidente que quien firmaba ese bando era Pinochet. C'est moi qui ai dit au président que c'est Pinochet qui signait ce communiqué. Il n'a fait aucun commentaire, mais debout, près de son bureau, je l'ai vu faire ce geste, le regard au loin en disant « Trois traîtres, trois traîtres ». Con estas palabras, tres traidores. Tres traidores. En ese bando se insta a renunciar al presidente de la República. No lo haré. No daré un paso atrás y que lo sepan. Dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. Que se les grave profundamente. No tengo otra alternativa. Solo acribillándome a balazos podrán impedirme voluntad de hacer cumplir el programa del pueblo. Ahí entré más o menos un cuarto para las 9 cuando ya los tanques estaban alrededor. Je suis arrivé vers 9h moins le quart. Les blindés entouraient déjà la Moneda. Lorsque j'ai vu le président dans son bureau, je lui ai dit « Monsieur le Président, je viens vous offrir un DC-6 qui vous attend à l'aéroport Los Cerrillos, avec un équipage que je connais, pour que nous quittions le pays. J'ai ordre de vous conduire à la destination de votre choix. » Devant les deux autres aides de camp, le président m'a répondu « Commandant, remerciez votre institution, mais je ne quitterai pas le pays. Et s'il tente de me déloger, je vais me suicider. D'ici, je sortirai mort. » Et il a pris une mitraillette qu'il a mise dans sa bouche en nous montrant comment il allait faire. Allende está en la moneda. Entonces hay que estar listo para actuar sobre él. No vale sacar la perra, sacar la moneda. Están ofreciendo parlamentar. Protección incondicional, no hay parlamentar. Rendición incondicional. Bien, conforme. Rendición incondicional se le toma preso ofreciéndole nada más que respetar la vida, digamos. La vida y seguridad física y enseguida se le va a despachar para otra parte.
sea que se mantiene el ofrecimiento de sacarlo del país. Se mantiene el ofrecimiento de sacarlo del país. Pero la vez se cae como toda la volante. Conforme. En este momento pasan los aviones. Es posible que nos acribillen, pero que sepan que aquí estamos, por lo menos con nuestro ejemplo, para señalar que en este país hay hombres que saben cumplir con la obligación que tienen. Había bastante vigilancia. Il y avait des contrôles partout. Et je disais tout le temps, je suis Isabel Allende, la fille du président, je vais à la Moneda. Je sentais que les carabiniers étaient déconcertés, mais ils me laissaient passer. Il était alors 9 h du matin et je suis certaine d'être la dernière personne à être entrée au palais. C'est à 9 h que les forces des carabiniers qui protégeaient le palais se retirent. Le président s'aperçoit alors que le haut commandement de la police loyale au gouvernement a été isolé de ses troupes par un coup de force. Notificó ante el país la actitud increíble de soldados que faltan a su palabra y a su compromiso. Hago presente mi decisión irrevocable de seguir defendiendo a Chile en su prestigio, en su tradición, en su norma jurídica, en su constitución. 160 ans de vie démocratique avaient fait du Chili un symbole en Amérique latine. Les forces armées respectueuses de la Constitution et de la loi brillaient par leur discrétion. On ne les voyait qu'à la parade ou à la porte des bureaux de vote les jours d'élection. La classe politique confiait alors le pays aux militaires qui assuraient des élections honnêtes. Et à la fin de la journée, ils rentraient calmement dans leur caserne, remettant le contrôle du pays aux civils. Mais 3 ans du gouvernement de l'unité populaire ont provoqué la fureur d'une opposition intransigeante qui va pousser les militaires à sortir de leur neutralité. La droite, l'extrême droite et la démocratie chrétienne ne supportent pas cette révolution qui s'en prend aux possédants et conduit le pays au socialisme sans violer la légalité. Allende a accéléré et radicalisé la réforme agraire, donné à l'État le contrôle des banques, du crédit, d'une partie du secteur industriel. Mais quand le cuivre, la richesse essentielle, exploitée par des compagnies américaines, est nationalisée sans indemnisation réelle, les États-Unis se déchaînent. Le président Richard Nixon débloque les fonds nécessaires pour déstabiliser ce gouvernement dont l'exemple risque d'être contagieux. Il ordonne un blocus non déclaré mais efficace contre le Chili. La CIA finance de multiples grèves comme celle des camionneurs et des commerçants. L'inflation galope, le pays est paralysé. Certes, les salaires ont été augmentés comme promis, mais pour acheter quoi? Allende est parfois gêné par les divisions mêmes de la gauche. Les extrémistes veulent aller plus vite. Les modérés préfèrent consolider les acquis avant d'aller plus loin. Mais le soutien envers l'unité populaire ne s'effrite pas, au contraire. À chaque élection, le pourcentage de vote en faveur d'Allende augmente. La droite, la démocratie chrétienne et la CIA constatent qu'il sera difficile de déloger Allende par les voies démocratiques. À un moment donné, il a pu communiquer avec Radio Magallanes, la seule qui pouvait encore émettre. Il s'est alors penché pour prendre un téléphone et il a commencé son discours, celui des grandes avenues. Sí, ya compañero, compatriotas, esta será seguramente la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. Mis palabras no tienen amargura sino decepción y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron. Ante estos hechos, solo me cabe decir a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Si hubiera podido percibir el vuelo... On aurait pu entendre le vol d'une mouche. Les fenêtres étaient fermées.
On s'attendait à ce que les coups de feu commencent à n'importe quel moment. Nous étions appuyés contre le mur opposé aux fenêtres pendant que le président parlait au pays. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. C'était trop cohérent, trop serein pour un homme qui n'aurait pas pensé avant à ce qu'il allait faire à ce moment-là. Je crois qu'Allende savait parfaitement ce qu'il allait dire et ce qu'il devait faire. Seguramente Radio Magallanes será callada y el metal tranquilo de mi voz no llegará a ustedes, no importa. Lo seguirán oyendo. Siempre estaré junto a ustedes. Je regardais le président et pour moi c'était une chose irréelle. Voir l'homme qui savait qu'il allait probablement mourir faisant un discours aussi beau. Tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. Je crois qu'à ce moment-là, il pensait à l'histoire. Quiero que aprovechen la lección. El capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición. Les interventions des États-Unis pour empêcher Allende d'accéder à la présidence du Chili ne datent pas de 1970. En 1964, quand le candidat Allende s'opposait au démocrate chrétien Eduardo Frei, les Américains tiraient déjà les ficelles de la politique chilienne. A total of $2.7 million was spent through the CIA for the election. Un total de 2,7 millions de dollars ont été dépensés par la CIA pour l'élection. Et plusieurs autres millions ont été donnés par des groupes contactés par les États-Unis en Europe, autant dans le secteur privé que dans le public. And in the private and public sectors, so that the Christian Democratic Party of Italy. C'est ainsi que le Parti démocrate chrétien d'Italie, le Vatican, les maisons royales de la Belgique et de la Hollande, le Parti démocrate chrétien d'Allemagne et des organisations privées telles l'Église catholique des États-Unis ont été contactés et d'énormes sommes d'argent ont été collectées. La CIA dirigeait la circulation, comme un policier dans la rue, pour déterminer où l'argent devait aller. L'argent finançait une formidable campagne de propagande en faveur de Frei. C'était une mise en garde face à la menace communiste représentée par Allende. Une autre partie de l'argent était destinée à persuader des personnalités et des partis politiques opposés à Frei pour qu'ils changent de position et qu'ils appuient Frei. La stratégie américaine tous contre Allende fonctionne comme prévu. La droite chilienne donne son appui à Frei, qui devient président du Chili pour 6 ans. Tenace, Allende est à nouveau candidat en 1970. Cette fois-ci, la droite et la démocratie chrétienne se présentent séparées aux élections. Dans cette course à 3, Allende arrive enfin en tête. Mais entre le 4 septembre, date de l'élection, et le 4 novembre, date de l'entrée en fonction du nouveau gouvernement, un sombre complot se dessine avec encore une fois la participation des États-Unis. À la Maison-Blanche, le président est Richard Nixon. Il a ordonné à la CIA d'empêcher Allende d'accéder à la présidence. Il m'incitait à mettre de la pression sur Frei et sur les militaires, chose que j'ai évité de faire. De la pression sur les militaires, pour quoi faire? Pour qu'ils interviennent, pour un coup d'État. En fait, pour empêcher Allende d'être président. Malgré l'opposition de l'ambassadeur à ce plan, Nixon et son secrétaire d'État Henry Kissinger poussent les militaires putschistes à l'action. L'attaché militaire de l'ambassade des États-Unis à Santiago multiplie les contacts avec les comploteurs.
Il ne rend plus de compte à son supérieur, l'ambassadeur Corey, mais à la CIA. Tout cela venait directement de Nixon. Donc les ordres que vous aviez de la CIA à Santiago venaient de Kissinger, Haig et Nixon. Au début du mois d'octobre 1970, l'ambassadeur Corey, qui soupçonne que quelque chose se passe derrière son dos, est convoqué à Washington où il rencontre Henry Kissinger et le président Nixon. He was at his desk and I sat, I guess, to his left and Henry to his right. Il était à son bureau, je me suis assis à sa gauche, je crois, et Henry à sa droite, de chaque côté de son bureau. Et là, il s'est lancé dans une diatribe de 5 ou 6 minutes pour expliquer comment il allait écraser Allende. Il l'a traité de fils de pute. Il a aussi parlé du bâtard, je crois. Il a dit « ce fils de pute, ce fils de pute ». Señor Nixon es presidente de Estados Unidos y yo soy presidente de Chile. Yo no tendré un término despectivo contra el señor Nixon mientras el señor Nixon respete al presidente de Chile. Si ellos rompen con esto que es una obligación, si una vez más van a hacer tabla rasa de la autodeterminación y de la no intervención, se van a encontrar con una respuesta digna de un pueblo y de un gobernante. J'ai donc reçu l'ordre de parler aux officiers supérieurs des forces armées pour voir s'ils étaient prêts à intervenir pour forcer une autre élection, voir s'ils étaient préparés à faire élire quelqu'un d'autre. Mais l'armée de terre s'est retirée du plan. Obstacle majeur en effet. Le commandant en chef de l'armée, le général Schneider, déclarait début octobre que les militaires respecteraient le verdict des urnes. Les militaires putschistes, en accord avec la CIA, décident alors de kidnapper le dit commandant. Ils demandent aux Américains 50 000 $ et des armes non immatriculées au Chili. 8 mitraillettes, une douzaine de masques à gaz et du gaz lacrymogène. Ces armes entrent illégalement au Chili par la valise diplomatique de l'ambassade des États-Unis et c'est l'attaché militaire qui les livre lui-même aux comploteurs le 22 octobre 1970 à 2 h du matin. Nous les avons donnés à plusieurs officiers de l'armée, de la marine et de l'aviation. À 8 h ce même jour, un commando tente de kidnapper le général Schneider. Celui-ci se défend. Il est alors blessé à mort dans sa voiture. Le Chili vient d'avoir son premier crime politique. L'opinion publique est ébranlée. Allende assiste aux funérailles en compagnie de Frey. Les putschistes dans l'armée sont paralysés. Le résultat du complot est exactement le contraire de ce que Nixon et Kissinger espéraient. Le 4 novembre 1970, Salvador Allende devient président du Chili. Mais le harcèlement continue. Pendant 3 années folles, une stratégie permanente de déstabilisation sera appliquée par les États-Unis à l'encontre du Chili, avec l'appui de la droite et de la démocratie chrétienne. Las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros de Chile reitera al pueblo de Chile la absoluta unidad de sus mandos y tropas y su decisión inquebrantable de luchar hasta las últimas consecuencias para derrocar al gobierno marxista. Allende empieza a recorrer los lugares de los compañeros. Allende fait le tour des postes de combat des camarades. Lorsqu'il arrive près de moi, il dit « Attention camarades, que pas un tir ne vous échappe. Ce n'est que lorsqu'ils attaqueront le palais que vous commencerez le combat. » À la Moneda, nous n'étions pas plus de 20 personnes armées pour nous défendre. 20 de la garde personnelle, plus des fonctionnaires de la police civile qui sont restés avec nous. Et aussi le président Allende, qui était un soldat de plus. Y también el presidente Allende, que al mismo tiempo hacía parte como un soldado más. C'est la mitraillette des tanks qui ouvre le feu.
Lorsque la fusillade a commencé, nous, les chauffeurs, avons reçu l'ordre d'occuper le ministère des Travaux publics. Nous nous sommes placés au 7e et au 8e étage jusqu'à ce qu'apparaissent les premières troupes d'infanterie de l'armée. Nous n'avions aucun moyen de communication, excepté les téléphones pour parler directement avec la Moneda. Notre rôle était d'empêcher que les militaires n'entrent à la Moneda par l'Alameda. Nous avons arrêté quelques 5 offensives et pratiquement ils n'ont pas pu passer par là. Ils n'étaient pas fous, les communistes. Ils livraient des armes à des gens qui avaient une certaine culture. Et où est-ce qu'ils étaient, ces gens de culture? Parmi les fonctionnaires de certains ministères. On a beaucoup parlé plus tard des francs-tireurs. On a dit qu'il y avait un groupe énorme. Nous n'étions que 8 camarades. À ce moment-là, à l'intérieur de la Moneda, après 2 heures de combat, ce qu'on respirait, c'était la laine de la mort. À un moment, quelqu'un a dit « Le président appelle tout le monde à une réunion au salon Tuesca ». Il explique à tous ses collaborateurs personnels qu'il va remplir son devoir, qu'il restera là à défendre la légalité républicaine et les libertés du pays face au soulèvement, mais il dit que tout cela c'est son engagement et son obligation, et il laisse la liberté d'action à tous ses collaborateurs s'ils veulent sortir du palais. Parce qu'il ne veut pas de mort inutile. Celui qui n'a pas d'armes, celui qui ne sait pas tirer, il préfère qu'il s'en aille. Personne n'est parti. Nous sommes tous restés. C'était une manière de répondre à mon institution en tant que fonctionnaire professionnel de la police civile. Et c'était aussi par loyauté envers le président Allende. Je me serais senti très mal si j'étais parti. Je me respecte parce que je suis resté. Moi, je suis resté par respect pour les miens, ma femme, mes enfants. Aujourd'hui, je peux manger un morceau de pain en les regardant droit dans les yeux. Je n'ai pas honte de ce que j'ai fait. Nous étions ainsi faits. C'est comme ça qu'il était, lui. Et moi aussi, et tous mes amis, tous ceux qui étaient là. Nous étions faits comme ça. À 2 reprises, mon père est venu. Il s'est adressé surtout à Béatrice et à moi, tâchant de nous convaincre de sortir. Il ne voulait pas que nous soyons là. 2 fois, nous avons refusé. Nous lui avons dit que nous voulions rester et que c'était notre décision. Finalement, une 3e et dernière fois, il a été plus dramatique.
Il nous a dit, écoutez, je ne vais pas vous en prier. Tout simplement, j'exige que vous partiez. Alors ma sœur et moi, nous nous sommes regardés, d'ailleurs ma sœur était enceinte de 7 mois, et nous avons compris que vraiment, nous étions en train de l'angoisser, et que ce n'était pas juste. C'est à ce moment-là que nous avons décidé de partir. Il nous a accompagnés jusqu'à la porte du 80 Morandé. Nous nous sommes embrassés en silence, personne n'a rien dit. Je crois que ce sont des moments où les paroles sont inutiles. Je n'ai pas senti que c'était là la dernière fois que je le voyais. La paille s'est cachée pour ne pas s'en aller. Je ne suis pas partie parce que j'avais décidé de rester jusqu'à la fin aux côtés du président. Après, dans la cour, il m'a serré dans ses bras et m'a dit qu'il savait que je m'arrangerais pour lui désobéir. Mais je ne lui ai pas désobéi. Je n'ai pas entendu quand il les a fait sortir. El Palacio de la Moneda deberá ser evacuado antes de las 11 horas. De lo contrario, será atacado por la Fuerza Aérea de Chile. Los trabajadores deberán permanecer en sus sitios de trabajo, quedándoles terminantemente prohibido abandonarlo. En caso de que así lo hicieren, serán atacados por fuerzas de tierra y aire. On disait que la contre-attaque viendrait de la périphérie, où les centres industriels étaient très bien organisés. Mais finalement, il n'en a rien été. Nous n'avons jamais pensé que nous étions si seuls, jamais. Allende fue traicionado. Este es mi punto de vista muy personal. C'est mon appréciation très personnelle. Oui, Allende a été trahi par les militaires, mais il a aussi été abandonné par les camarades de gauche, qui avaient le devoir de prendre la défense de leur président. Ce jour-là, ils l'ont laissé seul. Ese día lo dejaron solo. Alguien decía que había que hacer un gran llamado a una gran movilización. Quelqu'un a proposé qu'on fasse un appel pour une grande mobilisation, remplir la rue de gens pour s'opposer au coup d'État. Je me souviens que le président leur a dit que c'était une folie. À aucun moment il n'a demandé que le peuple vienne s'opposer au soulèvement parce qu'il était conscient que c'eût été l'envoyer au massacre. Et pendant toute cette matinée, il a voulu sauver des vies. Le bombardement terrestre s'était intensifié. Il y avait beaucoup de tirs. Puis le bombardement aérien a commencé. Ici, au Chili, personne n'avait jamais vécu un bombardement. C'était terrible d'entendre les explosions, les vitres cassées, les bombes, la poussière, le feu. Moi, j'ai compté 24 roquettes. Si tu me demandes pourquoi, je peux te l'assurer, c'est parce que je les comptais. Je pensais que c'était la prochaine qui allait me tuer. Les tuyaux ont dû éclater parce que le rez-de-chaussée a été inondé, de sorte que nous avions de l'eau jusqu'aux genoux, ou presque. Je crois qu'ils ont lancé des grenades lacrymogènes parce que l'air était irrespirable.
Nous étouffions et nous n'avions pas de masque à gaz en nombre suffisant. Alors le président, qui en avait un, le prêtait à un autre camarade, qui me le prêtait ensuite à moi, et ainsi de suite, pour que l'on puisse respirer, ne serait-ce qu'un instant. Le premier à se redresser fut Salvador, qui portait un casque. Et là, il m'a dit, « Nous n'avons pas peur, hein, négro ?» Moi, je lui ai répondu, « Non, président, je n'ai pas peur, mais je fais dans mon froc. » Alors il a ri. Le temps passait. Tout brûlait, c'était irrespirable. Si nous ne sortions pas, nous allions sûrement brûler. Alors le président, pensant, je crois, à la possibilité de nous sauver, a décidé qu'il fallait se rendre et nous a fait descendre au rez-de-chaussée. Le président s'est approché de l'escalier menant à la rue Morandé. Il nous a dit, dans cette maison des présidents du Chili, nous avons résisté héroïquement et dignement à une junte fasciste. Un drapeau blanc. Où est-ce qu'il y a un drapeau blanc de reddition? La porte était ouverte. Je la pousse, je sors le drapeau et un paquet de balles ricoche sur l'entrée. Alors je me suis dit, non, je ne serai pas le premier à me rendre. Et à ce moment-là, les militaires pénètrent dans le rez-de-chaussée de la Moneda. Le Chilien ressemble beaucoup à l'Allemand. On le sait à l'armée. Je ne sais pas pourquoi, mais il sait se battre. Et c'est un bon combattant. Il est très obéissant aux ordres qu'on lui donne. C'est un motif d'orgueil pour notre institution. Les soldats se vanteront plus tard d'avoir été courageux et héroïques, mais ils n'ont pas été capables de nous battre. Ils ont dû détruire la Moneda. Ils ont dû envoyer l'aviation pour l'incendier. Tout cela pour arrêter 26 camarades armés. Avoir résisté à une attaque terrestre et aérienne de toute une armée et avoir résisté pendant 7 ou 8 heures, je crois que ça c'est une prouesse. C'est toute une prouesse. Et c'est une véritable honte pour l'armée. J'ai 3 garçons qui à l'époque étaient des enfants. Je me suis dit, c'est la première fois que je suis dans une guerre, comment ne pas leur apporter un souvenir? Et j'ai pensé que la chose la plus impressionnante était le masque à gaz que j'avais eu durant l'attaque. Et je suis retourné le chercher. Je croyais que je l'avais laissé au fond d'un couloir. Et au moment où j'arrive au fond du couloir, je vois une porte ouverte qui avait été jusque-là fermée. C'était l'entrée du salon Indépendance. En face de la porte, à l'autre bout de la pièce, il y avait un sofa où se trouvait Allende. Lorsque je suis entré, j'ai vu Allende qui, au moment de s'asseoir, se tirait une décharge avec la mitraillette qu'il avait entre les jambes. La partie supérieure de son crâne avait complètement éclaté. Et à ce moment-là, il y avait dans la pièce le président mort et moi. Il n'y avait personne d'autre. J'ai eu le temps d'approcher un petit tabouret et de le placer à côté du président.
J'ai pensé que c'était un dernier devoir de ma part que de rester à veiller sur son cadavre. Les militaires sont déjà à l'étage. Ils me poussent dans la file et nous descendons l'escalier pendant que nous sommes battus brutalement. Je suis parmi les premiers à sortir. Le soldat se protège avec mon corps. Je suis arrêté et immédiatement on me fait lâcher mon arme. Et à coups de crosse, la troupe me tombe dessus. Ils me font mettre les mains sur la nuque et me font sortir par la porte du 80 Morande. Par la porte de Morande, ils font sortir quelques prisonniers, 25 ou 30 camarades. Certains étaient blessés. Nous voyons qu'ils étaient blessés. Je me souviens qu'il y avait derrière nous un peloton de soldats avec leurs fusils. J'ai cru qu'ils allaient nous fusiller sur le champ. Et comme ils les sortent à coups de crosse, nous commençons à tirer sur les soldats qui se sauvent à l'intérieur. Par la suite, avec tous les autres, nous sommes jetés sur l'asphalte. Ce furent des moments difficiles parce qu'au coin de la rue Morande, il y avait un tank. Et ils placent le tank devant la ligne de camarades gisant au sol et ils pointent le canon du tank à quelques 15 mètres des prisonniers. Et l'officier du haut de la tourelle du tank demande « Votre permission, mon général, pour écraser ces ordures ?» Il gesticule, crie, donne des ordres, profère des menaces contre les camarades qui sont au ministère des Travaux publics et qui, de toute évidence, ne l'entendaient pas. Mais il dit que s'il continue à tirer, il va nous passer le tank dessus. Là, nous avons cessé de tirer. À un moment, un sous-officier me dit « Mon général, le président est au salon Indépendance ». Je cours, je suis entré et j'ai donné ordre qu'on ne le touche pas et qu'on le couvre avec un gobelin. Je ne sais plus si c'est mexicain ou bolivien. Et j'ai fait venir les médecins et les services d'intelligence. Le moment le plus douloureux pour moi, c'est quand ils ont sorti le cadavre d'Allende. Une ambulance militaire s'est approchée, ils ont descendu une civière, ils sont entrés et quelques instants après, ils sont ressortis avec un corps enveloppé dans une couverture de couleur. Nous n'avons subi aucune perte, excepté le président dont on dit qu'il s'est tué lui-même. Il est possible que cela se soit passé comme ça, et j'espère que ça s'est passé comme ça. Pour que personne parmi ces criminels qui ont pris d'assaut le symbole de la démocratie n'ait eu le plaisir d'assassiner le président. Le 12 septembre 1973, on a enterré ici le président Salvador Allende. Ils sont entrés par l'allée centrale du cimetière. Il y avait plus ou moins 6 officiers en uniforme, de chaque branche des forces armées. Et il y avait Madame Hortensia Bussi de Allende. Nous avons traversé le cimetière pour nous rendre au mausolée d'Eduardo Grove Palieros, marié à Inés Allende.
Le corbillard s'est arrêté là ce jour-là. Et c'est ici qu'on l'a enterré. Avant qu'il ne descende le cercueil, j'ai fait un effort pour ne pas m'effondrer. Personne ne m'a vu pleurer. J'ai avalé mes larmes. Pas une seule larme. Je me suis dit, ceux-là ne me verront pas pleurer. Et de là, d'une autre tombe, elle a pris quelques fleurs qu'elle a lancées sur le cercueil. Et j'ai dit très fort, je veux que vous sachiez que nous sommes ici en train d'enterrer Salvador Allende anonymement, parce qu'ils ne veulent pas qu'on le sache. Mais moi je vous demande à vous, les fossoyeurs, les jardiniers et à tous ceux qui travaillent ici, de raconter chez vous que Salvador Allende repose ici, pour que jamais il ne manque de fleurs. Qu'est-ce que je peux dire? Il a été élu par les plus pauvres du peuple et avec eux, je lui ai donné mon vote.